Et salut, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On va donc commencer par notre sommaire et pour premier sujet, on va donc parler du successeur de Lin Jarvis en tant que nouveau directeur général donc de Yamaha. Ça y est, c'est maintenant officiel. On va donc aussi revenir sur l'officialisation pour Fermín Aldeguer. Cette news a quelques temps mais j'ai oublié d'en parler dans la vidéo donc de vendredi où on parlait un petit peu de quelques actualités. Mais ça y est, on connaît dans quelle équipe va rouler Fermín Aldeguer l'année prochaine. On reviendra ensuite sur les déclarations d'après-course des deux pilotes français Fabio Quartararo et Johan Zarco. Et pour terminer, on va une nouvelle fois revenir sur ce gros crash d'Aragon entre Pecco et Alex Marquez. On va voir leurs différentes déclarations. Et ça a chauffé clairement. On commence donc cette vidéo en parlant donc du nouveau directeur général de Yamaha. Alors si vous avez raté l'information au cours de cette saison, on a appris que Lin Jarvis, qui était à ce poste maintenant depuis de nombreuses années au sein de Yamaha, allait donc quitter ce poste à la fin de la saison, mais on ne savait toujours pas qui allait le remplacer. Et bien maintenant c'est officiel, c'est Paolo Pavezio, qui est quelqu'un qui travaille déjà chez Yamaha. Il était précédemment donc, vu qu'il va devenir le nouveau directeur général, mais il était précédemment le directeur du marketing et des sports mécaniques chez Yamaha. Bon, on va se le dire tout de suite, difficile de vous dire si ça va avoir véritablement un impact positif ou négatif. En tout cas, remplacer Lin Jarvis, ça va être quelque chose, je pense, de pas facile. C'était quelqu'un de très très important pour tout ce projet. Quelqu'un qui a aussi beaucoup, énormément même j'ai envie de dire, apporté à Yamaha. Donc ça va pas être facile de le remplacer. Maintenant, bon, il faudra bien voir ce que pourra faire Paolo Pavezio. On lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère qu'il pourra aider à améliorer la situation du constructeur japonais qui, on le sait, est très compliqué. Allez, on attaque rapidement maintenant avec notre deuxième sujet. Dans une précédente vidéo, je vous montrais des rumeurs qui disaient que possiblement Ducati allait casser le contrat de Fermín Aldeguer. Je vous rappelle rapidement l'histoire. On sait que Fermín Aldeguer avait signé officiellement avec Ducati pour être présent en MotoGP en 2025, mais l'annonce dans quelle équipe il allait être mettait beaucoup de temps et on commençait à avoir quelques rumeurs qui se demandaient si finalement Ducati n'allait pas casser le contrat et laisser Aldeguer en Moto2. Bon, dans cette vidéo, moi je vous ai dit que je n'y croyais pas et que selon moi c'était pas réellement concevable. Et justement, on a donc maintenant la confirmation. Aldeguer sera bien en MotoGP en 2025 et c'est pas une surprise, il sera donc au sein du team Gresini en remplacement donc de Marc Marquez qui, je le rappelle, part chez les Rouges. Signature donc je trouve logique et je pense que c'est quand même vraiment une bonne signature, un bon coup pour Gresini qui récupère un pilote qui a beaucoup de potentiel. Alors on va le dire tout de suite, c'est vrai qu'en ce moment en Moto2 il se casse un peu les dents, là ça a été aussi compliqué en Aragon avec une chute. Donc dans l'ensemble pour Fermín Aldeguer, les derniers résultats en Moto2 sont difficiles, on a déjà parlé sûrement peut-être de son adaptation aux nouveaux pneus qu'on a justement dans cette catégorie. Donc pas facile dans l'ensemble pour Fermín Aldeguer ces derniers temps du point de vue des résultats bruts, mais bon, c'est quand même un pilote qui a énormément de potentiel. Ça reste quand même, en tout cas ce qui est sûr, un très bon pilote. Il a gagné énormément en 2023 avec, je rappelle, ces 4 victoires d'affilée pour terminer la saison. Voilà, c'est quand même un pilote qui a beaucoup de niveau, beaucoup de potentiel et même si là on est dans un passage plus compliqué, je pense qu'il va apporter quelque chose en MotoGP et surtout à Gresini. Allez, en tout cas maintenant on va donc rentrer dans les déclarations de nos deux pilotes français et on va tout d'abord commencer par Fabio Quartararo qui sort malheureusement d'une course du dimanche très compliquée. Alors le samedi lors de la course sprint on avait pourtant eu une surprise avec un Fabio classé dans le top 10 après un départ vraiment très bon. Bon, malheureusement ça a été plus compliqué ce dimanche et Fabio en parle. Et bon, on comprend que la situation reste toujours très complexe. C'était clairement un désastre dès le début. On n'avait pas du tout de grippe sur l'arrière, j'ai essayé de donner le maximum, j'ai vu le groupe devant moi, j'ai essayé de rouler un peu plus vite, j'ai perdu l'avant. On ne sait pas vraiment pourquoi, on a clairement de gros problèmes de grippe sur ce circuit. C'était un peu pareil au test de Misano, donc on espère avoir de meilleures conditions. Il conclut en disant le test de Misano a montré un bon rythme, mais c'était vraiment un désastre dans le time attack. Comme tous les week-ends. On verra, avec plus de motos et peut-être plus de gomme, peut-être qu'on pourra faire un peu mieux.
On n'a pas le potentiel pour se battre pour les positions qu'on veut, mais je donne mon maximum sur tous les grands prix et j'essaye de faire de mon mieux. Bon alors Fabio Quartararo a aussi déclaré d'autres choses, que ça avait été difficile par exemple d'utiliser le pneu soft, mais bref, j'ai essayé de vous faire quand même un résumé très rapide, de vous montrer les déclarations entre gros guillemets les plus importantes du week-end. Il a aussi déclaré après le bon résultat de la sprint que globalement, oui c'est vrai qu'ils avaient fait une très bonne course, mais qu'ils n'avaient pas réellement fait de pas en avant sur la moto. Et malheureusement, on s'en rend bien compte maintenant avec cette course du dimanche. Donc voilà, un nouveau week-end de plus quand même dans l'ensemble assez compliqué pour Yamaha, même si, je le répète, c'est vrai qu'il y a une note positive pour la sprint, et il faut pas l'oublier, clairement, cette note positive, mais on sent que chez Yamaha, on n'avance pas spécialement, et c'est le même débat qu'on a déjà eu plus d'une fois sur la chaîne, je vais pas en reparler 50 fois, mais Yamaha a du mal à trouver cet axe de développement, n'arrive pas à réellement avancer, trouver des améliorations significatives pour s'améliorer, et on a l'impression qu'on est toujours un peu paumé, qu'on patauge et que malheureusement on fait un peu du surplace du point de vue des résultats et du développement de la machine. Mais voilà, ça on en a déjà bien assez parlé. En tout cas pour ceux qui avaient envie de savoir un petit peu le ressenti du pilote français après ce week-end et après cette course du dimanche, vous avez donc maintenant ces déclarations, pas grand chose de neuf, La situation est toujours très compliquée. Allez, en tout cas maintenant, on passe donc aux déclarations de l'autre pilote français, de Johann Zarco. Après une journée du vendredi exceptionnelle pour lui, directement qualifié en Q2, c'était une sacrée surprise et il était donc le premier pilote Honda de cette saison à être directement qualifié en Q2. C'était tellement génial de voir ça et on pouvait donc s'attendre à un week-end positif, peut-être être capable de jouer dans le top 10 à la 8e, 9e ou 10e place. Et finalement, ce fut des courses compliquées aussi pour lui. Une chute le samedi et 14e donc à la fin de la course du dimanche. Bon, Johann Zarco nous parle un petit peu de tout ça. Ça n'a pas été une course amusante. Je savais que les conditions étaient un peu délicates et on glissait tous en début de course. Je n'arrivais pas à suivre les autres. J'avais beau essayer de pencher la moto, ça ne voulait pas, ça glissait. Du coup, j'essayais de rester un peu dans le groupe, mais je faisais des erreurs, je m'écartais des trajectoires, ça glissait énormément, je perdais du temps. On a presque été trop conservateur sur la puissance parce qu'on a vu que ça glissait énormément. Mais ça m'a presque fait un remake de Spielberg, en moins pire, mais j'étais vraiment en difficulté pour rester au contact. Ça m'a poussé à faire des erreurs, une course pas du tout constante et sur la fin, j'ai essayé de faire au mieux, mais pas moyen de faire au mieux. Je suis très déçu parce qu'on n'a pas bien travaillé et ça, c'est décevant. C'est vraiment dommage parce qu'avec toutes ces erreurs, je me retrouve très loin et je suis vraiment déçu pour ça. Et déçu de ne pas avoir pu trouver des sensations bonnes ou déçu de ne pas avoir utilisé le potentiel que l'on pouvait avoir dès le début du vendredi, dès cette bonne fin de vendredi. Sur ce côté-là, je ne suis pas content du travail effectué pendant le week-end. Et juste pour terminer, je vous rajoute cette partie de déclaration qui, je trouve, en dit beaucoup sur la Honda. Il a déclaré « À un moment, tu ne conduis pas la même moto. Tu as l'impression de conduire un camion et c'est horrible. J'ai essayé de faire attention, mais j'ai vu que je ne pouvais pas suivre, donc je ne faisais que me faire doubler. » Voilà donc les quelques déclarations que je vous ai sélectionnées. Alors Johann Zarco aussi insiste sur le fait que il y avait des points positifs, comme cette journée du vendredi, et content qu'il ait pu être directement dans le top 10, et que il faut aussi évidemment prendre en compte ce résultat-là. Mais bon, on le sent évidemment déçu des courses, que peut-être qu'on a raté une occasion de faire un bon résultat, peut-être aussi le meilleur résultat pour le pilote français. Du coup, c'est Takaaki Nakagami qui a terminé meilleur pilote Honda lors de la course du dimanche. Espérons qu'à Misano, de nouveau, Johann Zarco soit capable d'être dans le top 10 en practice. Bon, ça va être sûrement compliqué, mais qui, avant ce week-end d'Aragon, aurait pu imaginer ce résultat de Johann? Donc bon, écoutez, maintenant on va essayer d'y croire pour les prochains week-ends de cette saison. Ça sera difficile, mais croisons les doigts. Et peut-être que cette fois-ci, lors des courses, il arrivera à maximiser, on va dire, les performances de sa moto et qu'on aura donc de beaux résultats pour lui. En tout cas, on lui souhaite. Allez, maintenant pour terminer cette vidéo, on va donc revenir sur ce gros fait marquant qu'on a eu lors de cette course d'Aragon, l'accident, le contact qu'il y a eu entre Alex Marquez et Pecco. Alors j'ai déjà donné un avis à chaud lors de la vidéo débrief de cette course du dimanche. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez un peu plus d'informations entre guillemets complémentaires. J'ai dit au cours de cette vidéo que pour moi,
c'était une action entre guillemets 50-50, je trouve qu'il y a des choses à reprocher aux deux pilotes. On va en reparler de toute façon après ce sujet, mais pour commencer, et c'est ce que je pense est le plus intéressant avec ce sujet, plus que de vous donner mon avis que j'ai déjà donné, c'est de voir les déclarations des pilotes parce qu'on apprend de nouvelles informations et je pense aussi qu'il y a des choses importantes sur lesquelles revenir après ces déclarations. On va donc commencer tout d'abord par les déclarations de Francesco Bagnaia qui clairement est à charge sur Alex Marquez. Il déclare: j'étais devant, on avait déjà changé de direction. Ce qui me met le plus en colère, c'est en voyant les données. Quand je suis arrivé au virage 10, j'étais devant, en laissant de la place parce que je savais qu'il était là. Mais j'avais beaucoup plus de vitesse, donc je n'avais pas besoin de couper la trajectoire pour être devant. Dès que je suis entré au virage 10, j'ai entendu son moteur, qu'il mettait les gaz. C'est mauvais. Le pire, c'est qu'il est passé de 40% à 60% sur l'accélérateur avant sa chute. C'est très dangereux d'avoir des choses comme ça, parce qu'on essaie d'éviter les contacts normalement. On ne veut pas avoir un contact avec qui que ce soit. Selon les données, d'après ce qu'il s'est passé, quelqu'un n'avait pas la même idée. Voilà donc déjà une partie des déclarations de Francesco Bagnaia et on comprend bien qu'il est à charge face à Alex Marquez et qu'il insinue donc qu'Alex Marquez a réaccéléré et a fait donc exprès d'aller au contact. Alors je tiens quand même à préciser que là, Francesco Bagnaia laisse penser que Alex Marquez a fait entre guillemets exprès d'aller au contact, mais aller au contact ne veut pas dire causer la chute. Je ne pense pas que Pecco essaie là de dire que tout simplement Alex Marquez a fait exprès de faire tomber du coup le champion du monde en titre. Mais du coup cette histoire donc de télémétrie est très intéressante. Alors c'est dommage, on manque de matière pour véritablement savoir quand Alex Marquez a réaccéléré, parce que si c'est un peu avant le contact, comme je l'ai dit, je pense toujours qu'Alex Marquez n'a pas vu Francesco Bagnaia. Et attention, je tiens à le préciser, pas voir, c'est vraiment sur le moment où Francesco Bagnaia revient, est en train de refermer la trajectoire. Évidemment que Alex Marquez sait que Pecco est là, parce que je pense qu'il l'a vu avant, et surtout, il doit entendre son moteur. Mais entre savoir que Pecco est à ses côtés, ou que Pecco va vraiment le dépasser et fermer la trajectoire ensuite, il y a quand même une différence. Donc voilà, je tiens encore une fois à préciser ce point de vue là par rapport à ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Donc oui, je pense que Alex Marquez savait que Pecco était à ses côtés, mais je pense qu'il n'a pas vu que Pecco était aussi proche et que surtout il avait déjà commencé à le dépasser et donc peut-être qu'il a réaccéléré pour ça et pas pour aller au contact. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc difficile de vraiment juger cette histoire d'accélération, mais c'est un argument très intéressant du coup de la part de Francesco Bagnaia. Maintenant, moi personnellement, je reste toujours un petit peu dubitatif sur l'intention véritable de Alex Marquez parce qu'on sait qu'il était moins rapide que Pecco. On sait très bien qu'il allait être dépassé dans les virages à venir. Donc, qu'est-ce que Alex Marquez avait vraiment à gagner en faisant un contact face à Pecco? Vous allez me dire, le gêner, oui, mais Pecco serait revenu, il l'aurait redépassé. Alors, après, on peut se dire, est-ce qu'il n'a pas voulu aller au contact pour vraiment sortir Francesco Bagnaia et s'assurer cette troisième place? Mais je trouve que ça fait beaucoup. Alors bon, je sais très bien l'avis de certaines personnes sur la famille Marquez, sur Marc Marquez et sur Alex Marquez. Chacun son avis, je respecte tous les avis. Mais moi, je pense pas quand même qu'Alex Marquez ait absolument voulu sortir Francesco Bagnaia d'une manière entre guillemets aussi sale que ce que l'on pourrait là imaginer. En tout cas, d'après les propos d'Alex Marquez, il n'a pas voulu faire ça. Il a justement répondu à ces accusations avec un message. Je vous lis donc le message qu'il a posé sur ses réseaux sociaux. Il a déclaré « Après avoir vu certaines déclarations, j'aimerais expliquer la chose suivante. Jamais je ne provoquerai un contact avec un autre pilote de manière délibérée, ni n'accepterai qu'on m'accuse de cela. Cela ne va pas avec mon ADN, ni avec celui de ce sport. Chacun peut croire une version ou l'autre. Le plus important pour moi est la conversation eue avec Pecco hier et, de mon côté, l'affaire est close. Il faut maintenant me reposer et récupérer pour être à 100% à Misano. » Et pour compléter un petit peu ses déclarations, pour mieux comprendre sa vision des choses, il a déclaré « Je suis allé un peu trop loin dans le virage 12 et donc j'étais sur une ligne différente en arrivant au virage 13. Mais je n'ai jamais vu Pecco, seulement au moment du contact. Bien sûr, je suis désolé pour nous deux, mais je ne pense pas avoir commis une faute. Je ne pilotais pas de manière agressive. Au fait, je ne savais pas que c'était Pecco. Je n'avais aucune information de mon équipe sur qui était derrière moi. Je dis cela uniquement parce que certaines personnes pourraient penser que mon comportement influence la lutte pour la course au titre. » Pourquoi c'est très compliqué ce sujet ? Parce que en fait là, on a deux visions des choses qui s'opposent totalement. Deux personnes qui disent deux choses qui sont contraires. Un Francesco Bagnaia qui insinue que
Alex Marquez a fait exprès d'aller au contact. Il y a un Alex Marquez qui nous dit que pour lui, ce n'est pas son ADN de faire ce genre de choses et qu'il ne le ferait pas. Donc il va falloir croire quelqu'un ou non. Il y a quelqu'un entre guillemets qui ment, ou peut-être qu'on a tout simplement deux visions différentes. Donc comment je peux vous dire c'est lui ou lui qui a raison? C'est trop compliqué. Je vous laisse faire votre analyse. Moi, j'ai essayé de vous donner, on va dire, la matière brute pour vous faire un avis avec les déclarations des pilotes, la vision des pilotes. J'ai essayé de donner les deux visions parce que je pense que c'est vraiment très important de le faire dans une question de neutralité. Moi, je ne suis ni pro Alex Marquez, ni anti-italien, parce que c'est un commentaire que j'ai vu dans la dernière vidéo. Je ne suis pas non plus pro Pecco ou quoi que ce soit, parce que certaines personnes m'ont fait comprendre que j'étais un petit peu trop dans le sens de défendre Francesco Bagnaia. Non, j'essaie d'être neutre, voilà, donc je ne dis pas, et je le rappelle, que mon analyse est la meilleure ou que mon analyse est la bonne. Voilà, j'essaie avec la matière brute que j'ai d'essayer d'avoir un avis et d'essayer de vous le donner, mais je pense que vous l'avez bien compris, parce que ça fait déjà là quelques minutes que je me répète, c'est très compliqué, vraiment, de pencher dans la balance, et c'est pour ça que moi je vais rester à peu près au milieu. Mais voilà, je comprends ce qu'a fait aussi Alex Marquez, ce qu'a essayé de faire Alex Marquez, je peux l'entendre. Et je comprends aussi tout à fait ce qu'a essayé de faire Francesco Bagnaia, parce que j'ai vu aussi certaines personnes dire « Mais Pecco, il aurait pu doubler bien plus tard. » Oui, c'est vrai, mais c'est pareil, c'est de la course. Pecco, il voit un pilote se rater devant lui, il se dit « je vais essayer de le dépasser. » Alors oui, c'est sûr que c'est chaud d'essayer de dépasser à l'extérieur, mais ça reste compréhensible, parce que c'est des pilotes moto, et parce que essayer de dépasser le pilote de devant, entre guillemets, le plus vite possible, peut-être que c'était mieux pour lui à ce moment-là, peut-être que c'est ce qu'il voulait faire, peut-être qu'il a vu une opportunité et il y est allé, et puis voilà. Donc c'est pour ça, on peut incriminer les deux pilotes, on peut aussi trouver des explications aux deux pilotes. 50-50 une nouvelle fois. Alors maintenant, pour conclure cette histoire, on attendait évidemment la décision de la direction de course, si on allait oui ou non pénaliser l'un des deux pilotes, ou peut-être même les deux pilotes. Et finalement, il n'y aura pas de pénalité. On nous a dit qu'il n'y avait aucun élément de preuve déterminant pour expliquer à qui était la faute dans cette action. Francesco Bagnaia là-dessus est aussi revenu en disant on est allé voir les commissaires, pas au même moment, et ils n'ont juste pas écouté notre point de vue. Bon, la direction de course, là je pense qu'ils étaient aussi franchement dans la panade. Moi vous l'avez bien compris, là je trouve que la situation est très complexe. Donc je pense que pour la direction de course ça n'a pas été facile aussi. Mais s'il n'y a pas eu d'éléments déterminants dans cette histoire, pourquoi cette histoire de data, de cette réaccélération d'Alex Marquez n'a pas donc été pris en compte? Bon, voilà, je me pose des questions là-dessus. C'est une histoire donc bien complexe. J'attends votre avis en commentaire. Juste, je vous demande s'il vous plaît de ne pas manquer de respect aux pilotes ou de manquer de respect à d'autres personnes qui pourraient ne pas avoir votre avis. Je pense que dans cette histoire, il est très facile d'avoir un avis à droite ou un avis à gauche. C'est vraiment très très compliqué de se dire celui qui a raison, c'est lui ou c'est lui. Parce qu'il y a vraiment deux visions qui s'affrontent. Donc voilà, respectons-nous, respectons les pilotes. Je pense que c'est le plus important. On est là pour partager notre passion et discuter de MotoGP. J'espère l'avoir fait correctement et j'espère que vous le ferez aussi correctement entre guillemets en commentaire. On est donc arrivé, en tout cas pour moi, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Moi je vous donne donc rendez-vous vendredi de cette semaine pour la vidéo débrief de la journée du vendredi du MotoGP sur le circuit de Misano. Je vous dis bye bye les potes, ciao.